Donc avant de terminer cette deuxième partie du chapitre consacrée finalement au triomphe de l'absolutisme, nous allons faire une étude de cas sur Versailles, le roi Soleil et la société de cour. Donc, première question, montrer que le château de Versailles est un décor au service du roi. Ce qu'il fallait montrer dans cette question, c'est que à Versailles, le roi a une place centrale. Du fait de l'organisation du château et des jardins, à travers une symétrie axiale qui passe par les appartements du roi, qui sont ici, eh bien, Louis XIV se place, au sens propre, au centre de son château. Et il est aussi au centre, au sens figuré, puisque son emblème est le soleil, et depuis Galilée, quelque temps plus tôt, il a été reconnu que le système solaire a un fonctionnement héliocentrique. Et l'héliocentrisme, c'est l'idée que les planètes dans la Terre gravitent autour du Soleil. Donc finalement, au sens propre, Louis XIV construit son château avec une symétrie axiale dont il est le centre. Et au sens figuré, il prend comme symbole le Soleil autour duquel gravite l'ensemble des planètes dans le système solaire. Alors, quelle est l'utilité de la cour selon le roi? Alors là, nous avons deux textes de nature très différente. Même si ce sont des mémoires, donc on pourrait penser que ce sont des choses plutôt privées, eh bien, il y a les mémoires de Louis XIV, où il cherche probablement quand même à se mettre en scène, et les mémoires d'un courtisan. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'aspect posthume. De voir que Saint-Simon a vécu de 1675 à 1755, mais que ses mémoires n'ont été publiées qu'au XIXe siècle. Il ne les a pas publiées de son vivant. Donc on peut imaginer que ces mémoires, il les a écrites pour lui, puisqu'il n'a pas jugé bon de les publier de son vivant, et donc elles sont extrêmement sincères. Ce qui fait qu'il est très fréquent, quand on parle de cette période-là, de Louis XIV, d'utiliser les mémoires de Saint-Simon. Parce que ça fait partie des rares textes qui sont d'une grande sincérité. Et la sincérité, justement, c'est une chose qui manque cruellement à Versailles, où tout le monde cherche à flatter, à plaire au roi, quitte à dire des mensonges et à répandre des fausses rumeurs. Alors, lisons d'abord le texte de Louis XIV, le texte 1. Il y a des nations où la majesté des rois consiste, pour une grande partie, à ne point se laisser voir. Et cela peut avoir ses raisons parmi les esprits accoutumés à la servitude, qu'on ne gouverne que par la crainte et la terreur. C'est intéressant ce que dit Louis XIV, parce que ça, par exemple, c'est la façon dont s'exerce le pouvoir dans l'Empire ottoman. Le sultan dans l'Empire ottoman est caché, il est inaccessible, il ne parle presque jamais, et on ne le voit quasiment jamais en public, à part le vendredi pour se rendre à la prière à la grande mosquée, et c'est tout. Ce n'est pas du tout la conception du pouvoir de Louis XIV. Et c'est marrant que déjà il commence par dire voilà, il y a des nations où le roi est en retrait et du coup il gouverne par la terreur. On va voir du coup quelle est sa conception. Visiblement ce n'est pas celle-là qu'il valorise. Ce n'est pas le génie de nos Français. Et d'aussi loin que nos histoires nous peuvent instruire, s'il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie, c'est l'accès libre et facile des sujets au prince. C'est une égalité de justice entre lui et eux, qui les tient pour ainsi dire dans une société douce et honnête, nonobstant la différence presque infinie de la naissance, du rang et du pouvoir. Au contraire, pour Louis XIV, il faut se rendre accessible. Il faut se rendre accessible, mais que soit bien clair, néanmoins, la différence de statut. Du coup, pour que cette différence de statut soit bien claire, il faut la mettre en scène. Il faut créer une étiquette, des rituels, des façons de faire qui montrent bien qu'il y a le roi d'un côté et tous les autres sujets de l'autre, qu'ils ne sont pas sur le même niveau. Mais c'est vrai hein, qu'à l'époque de Louis XIV, Louis XIV était quand même assez
Alors accessible, ça ne pouvait pas dire que n'importe qui pouvait aller lui parler, mais on pouvait le voir. Il voulait être vu. Et d'ailleurs, il y avait un système aux entrées de Versailles où si vous n'étiez pas très fortuné, on vous prêtait des habits d'apparat que vous mettiez pour la journée et vous les rendiez à la suite de manière à quand même être vêtu convenablement pour apercevoir le roi. Mais donc, pour le roi, la cour, c'est une façon de se rendre accessible, de montrer qu'il est accessible à l'écoute des autres, même s'il faut que la différence de rang soit bien claire pour tout le monde. On va voir maintenant ce qu'en dit Saint-Simon. La cour fut un autre manège de la politique du despotisme. Alors le despotisme, le mot est fort, parce que, vous le voyez dans votre manuel, le despotisme, c'est un régime politique dont le pouvoir est exercé par un chef isolé et tyrannique. Pas très éloigné de ce qui semble dire là, qu'il est seul à avoir le pouvoir, mais l'idée qu'il est isolé et tyrannique, on a plutôt une vision négative de l'absolutisme. C'est la même chose que l'absolutisme, mais dit de façon négative. Les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles, les voyages furent des moyens que le roi saisit pour distinguer et pour mortifier, c'est-à-dire pour distinguer, valoriser, et mortifier, dévaloriser, en nommant les personnes qui à chaque fois en devaient être, et pour tenir chacun assidu et attentif à lui plaire. Il regardait à droite et à gauche à son lever, à son coucher, à ses repas, en passant dans les appartements, dans ces jardins de Versailles, où seulement les courtisans, c'est-à-dire les personnes qui demeurent à la cour, c'est pour ça que ça commence par courtisan, où seulement les courtisans avaient la liberté de le suivre. Il voyait et remarquait tout le monde, aucun ne lui échappait. Sur ceux qui se présentaient rarement, « C'est un homme que je vois jamais », et ces arrêts-là étaient irrévocables. Donc, Louis XIV veut une disponibilité absolue de ses courtisans. Donc il domestique la noblesse, dans ce sens que la noblesse doit être présente constamment pour lui plaire et disponible. Ce qu'ils disent dans les fêtes, les promenades, les voyages, en gros, il choisit au dernier moment et sur ses propres critères qui va l'accompagner. Et il n'y a pas de plus grande disgrâce que de ne pas être choisi. Et donc du coup là on voit l'arbitraire du roi. Il se sert de la cour finalement pour mettre en concurrence ses courtisans, pour les mettre, pour les laisser s'affronter, avec cette idée qu'il faut diviser pour mieux régner. La grande crainte de Louis XIV depuis la Fronde, c'est un soulèvement de la noblesse. Si cette noblesse, il a fait graviter autour de lui, il distribue les bons points, les mauvais points en quelque sorte, eh bien, cette noblesse va rentrer en concurrence entre elles pour plaire au roi. Donc du coup, là, on retrouve la place centrale du roi, et on retrouve l'idée que tout autour de lui, on a des gens qui sont dans l'attente, la mise en disponibilité pour plaire à leur roi. Donc vraiment, il se met en scène, il précise, à son lever, à son coucher, du matin au soir. Alors, montrer que Versailles est un lieu où s'exerce le pouvoir politique de la monarchie. Et là, on a une peinture qui représente le mariage d'un petit-fils de Louis XIV avec la fille du duc de Savoie, qui est probablement ici. Donc on a déjà Louis XIV, qui a une place centrale sur le tableau, qui est surélevé par rapport aux autres personnages, qui ne regarde pas vers le peintre, alors que la plupart des autres personnages regardent vers le peintre. Lui choisit de poser son regard ailleurs, comme si c'était lui qui validait cette union, lui qui avait vraiment le pouvoir. Donc on voit que même d'un événement qui n'est pas son mariage à lui, c'est le mariage d'un de ses petits-fils, eh bien c'est lui encore qui a la place centrale. Et donc qui en plus organise des alliances avec les autres puissances politiques à travers des mariages de sa propre famille. Il se sert des mariages, mais bon, là tous les souverains faisaient pareil, pour s'allier avec d'autres puissances. Alors comment le roi contrôle-t-il son entourage? Eh bien là, à nouveau, il nous demande d'utiliser le texte de Saint-Simon. Eh bien parce qu'à tout moment, c'est dit là, pour distinguer et pour mortifier, à tout moment, il peut valoriser un courtisan,
le mettre dans ses favoris, ou au contraire, le mettre en disgrâce, le rejeter, faire en sorte qu'il ne soit plus invité aux fêtes, qu'il ne soit plus invité au voyage. Quelque chose qui est assez puéril finalement, qui ressemble à ce qu'on peut voir en classe de seconde. Ah, tu m'as pas invité à la soirée, mais voilà, c'est ainsi, c'est de cette façon, quelque peu puéril, mais redoutablement efficace, que Louis XIV contrôle son entourage. Tout le monde doit graviter autour de lui, tout le monde doit lui être disponible. Alors, montrer que Versailles symbolise la monarchie absolue par son architecture et son système de cour, eh bien, il y a 2 points à aborder là pour cette question. C'est déjà d'aborder la place centrale du roi. Une place qui est centrale au niveau de l'architecture du château, au niveau du symbole du roi soleil utilisé, aussi bien que dans l'exercice du pouvoir, où finalement le rythme de la journée à Versailles est rythmé par le lever du roi, le manger du roi, la promenade du roi, le coucher du roi. Donc il a véritablement une place centrale. Et autre chose qui symbolise la monarchie absolue, c'est le côté arbitraire de son pouvoir. Le roi n'a de compte à rendre à personne. Il choisit qui est-ce qu'il met parmi ses proches, qui est-ce qu'il rejette, sans avoir de compte à rendre, et ainsi il met en concurrence le reste de la noblesse, qui est là pour lui plaire, qui est sous sa dépendance, et à tout moment, sans avoir à se justifier, il peut rejeter l'un de ses nobles. Donc, on peut bien dire que Versailles, à travers son architecture aussi bien que son système de cour, puisque quand on dit Versailles, généralement, on associe les deux. Ce n'est pas uniquement le château, c'est aussi la vie qui s'y mène. Eh bien, Versailles est un outil politique au service du pouvoir absolu de Louis XIV. Et bien, tout de suite, maintenant, nous allons aborder la fin de règne de Louis XIV et voir que déjà, à la fin de son règne, cet absolutisme commence à se fissurer. Je vous l'avais dit sur la vidéo précédente, Louis XIV, souvent en fait, quand on parle de l'absolutisme royal et de son règne, on parle des premières décennies. Or, ce fut un règne très très long, 54 années de règne, et la fin de ce règne est beaucoup plus rude. Alors, déjà, le premier point que l'on peut reconnaître à Louis XIV, c'est d'avoir énormément agrandi le territoire national. Là, vous avez en rouge toutes les acquisitions faites du royaume de France sous son règne. Donc, c'est de loin le roi qui a le plus agrandi le territoire français. Mais cette extension du territoire français, surtout vers le nord et l'est, s'est faite par la guerre. C'est-à-dire que Louis XIV se met en scène comme un roi de guerre. On a des peintures de lui où il se fait représenter pas très éloigné du champ de bataille. Mais ces guerres, eh bien, elles ont un coût. Elles ont un coût et surtout elles sont nombreuses. Là, vous avez quelques exemples de guerres menées par Louis XIV. Il faut savoir que sur ces 54 années de règne, 33 furent des années de guerre. Donc plus de la moitié de son règne, il a passé à faire la guerre. Et enfin, vous voyez aussi que ces possessions, elles sont un petit peu morcelées. Et donc du coup, ces territoires-là qui sont encerclés de territoires ennemis, eh bien, il faut les fortifier. Il faut les fortifier et il faut aussi augmenter les effectifs des armées. Regardez, là on est sous Louis XIII et première guerre de Louis XIV. Les armées royales comptent un petit peu plus de 100 000 hommes. À la fin de son règne, la guerre de succession d'Autriche, on voit que Louis XIV a près de 400 000 hommes sous ses ordres. Donc les effectifs de l'armée française ont été multipliés par 3. Donc autant de soldats à nourrir et autant de places fortes à construire et à entretenir. Regardez, là on a un texte de Vauban. Alors Vauban, je l'apprécie beaucoup déjà parce qu'il a construit énormément de places fortes qui sont encore aujourd'hui pour la plupart classées comme monuments historiques. Et puis surtout, l'avantage de Vauban, c'est que c'est un des rares personnages au service de Louis XIV qui s'exprime en toute franchise vis-à-vis du roi. Regardez ce qu'il lui dit. Enfin, du roi. Là, il parle à Louvois, mais il sait que Louvois transmettra cette information au roi. Sérieusement, monseigneur,
le roi devrait un peu songer à faire son pré carré. Son pré carré, c'est-à-dire faire des frontières au sein de son royaume qui soient cohérentes. Cette confusion de places amis et ennemis, pelles mêlées les unes parmi les autres, ne me plaît point. Vous êtes obligé d'en entretenir 3 pour une. Vos peuples en sont tourmentés, vos dépenses de beaucoup augmentées, vos forces de beaucoup diminuées. Et j'ajoute qu'il est presque impossible que vous les puissiez toutes mettre en état et les munir. Les munir, c'est-à-dire mettre des canons, des troupes, etc. Je dis de plus que si, dans les démêlés que nous avons si souvent avec nos voisins, nous venions à jouer un peu de malheur, ou ce que Dieu ne veuille, à tomber dans une minorité, c'est-à-dire à être en régence, n'oubliez pas que au début du règne de Louis XIII, au début du règne de Louis XIV, et même on va le voir ensuite au début du règne de Louis XV, nous avons 3 régences. Le roi est dans sa minorité, et donc du coup le pouvoir royal est en position de faiblesse. Eh bien, pour Vauban, si la France se retrouve en situation de minorité, la plupart de ces places fortes s'en iraient comme elles sont venues, parce qu'étant encerclées par les ennemis. Alors Louis XIV a conscience de ça, hein, et fait construire sur ses frontières tout un tas de places fortes. Et le grand ingénieur en charge de la construction, de la reconstruction, parce que parfois elles ont été juste rénovées, eh bien, de ces places fortes, c'est Vauban. Là, regardez, c'est assez impressionnant. Hein. Vous avez les ronds qui représentent toutes les places fortes construites par Vauban, et en rouge celles qui ont été rénovées. Vous voyez, c'est considérable, et c'est partout sur les frontières. Alors c'est une architecture très facilement reconnaissable, les places fortes de Vauban, elles sont en forme d'étoile. C'est vraiment ce qui est le plus efficace pour finalement se défendre contre les canons et les armes à feu, parce que même une fois que vous avez pris le premier rempart, eh bien vous êtes sous le second rempart qui peut vous tirer dessus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est des places fortes extrêmement difficiles. Il y avait une expression d'ailleurs à cette époque qui disait place forte construite par Vauban, place imprenable, place forte assiégée par Vauban, place forte déjà prise. Parce que Vauban non seulement était un ingénieur qui s'occupait de la défense du royaume, mais parfois même il s'occupait des sièges, et Louis XIV lui doit beaucoup pour ses conquêtes militaires. Et là, le plat de la citadelle de Langres. Voilà. Alors, cette guerre, cet état de guerre quasi permanent, il faut entretenir une armée, il faut faire des fortifications, les entretenir, et bien ça a un coût. Ça a un coût, et on voit que tout le règne de Louis XIV, et même le règne de Louis XIII d'ailleurs, et de Louis XV, s'est passé dans une situation de déficit. Le déficit, vous voyez, c'est quand le budget de l'État, c'est-à-dire ce qui lui reste une fois qu'il a enlevé ses dépenses à ses revenus, est négatif. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il a consommé plus d'argent qu'il n'en a acquis. Et donc du coup, quand vous êtes en déficit, vous n'avez pas le choix, vous devez emprunter. Sauf que le problème, c'est que cet argent que vous empruntez, il faudra le rembourser bien un jour, et il faudra aussi rembourser les intérêts là-dessus. Et donc finalement, Louis XIV est quasiment tout le temps déficit. Petite exception, avec l'arrivée de Colbert. Voilà, Colbert rétablit les finances à son arrivée, mais ça s'écroule aussitôt. Donc la situation économique de la France, elle est catastrophique. Et ça, c'est très important parce que c'est caractéristique du XVIIe, mais aussi du XVIIIe siècle. Et ça va avoir une importance considérable dans le déclenchement de la Révolution française que vous verrez l'année prochaine en première. La raison économique de la Révolution française, c'est une des principales raisons de cet épisode politique. Alors du coup, que faire quand vous êtes en déficit ? Soit vous diminuez vos dépenses, mais quand vous êtes en guerre, c'est assez difficile, il faut payer vos troupes. Soit vous augmentez vos revenus. Et donc là, comment augmenter vos revenus ? Eh bien, en créant un nouvel impôt, la capitation. C'est un impôt qui a la particularité d'être personnel, de toucher les personnes. Et aussi la vente des offices. Alors c'est assez particulier en fait. Les offices, c'est des avantages que vous confère le roi, des fonctions. Et pour les exercer, il vous faut payer. Donc c'est pratique parce qu'effectivement, ça donne de l'argent, des rentrées d'argent à Louis XIV. Ah, vous voulez être au Parlement, vous voulez, si vous voulez, il faut payer l'office. Donc Louis XIV vend des offices.
L'inconvénient, c'est que ces offices, ils sont héréditaires. Donc une fois que l'un l'a acheté, il le redonne à ses héritiers ou il le revend à quelqu'un en plus. Donc du coup, Louis XIV, une fois qu'il a vendu un peu tout ce qu'il pouvait comme office, décide de doubler le nombre d'offices en créant des offices, par exemple, semestriels. C'est-à-dire, deux personnes ont le même office, mais il y en a un qui le fait de janvier à juillet et l'autre de août à décembre. Si bien que finalement le nombre d'officiers, de gens qui ont des offices dans le royaume de France, passe de 4000 sous François Ier à 50 000 sous Louis XIV. Voilà, il y a un nombre considérable d'offices, mais on le voit bien sur ce graphique, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à rétablir les finances royales qui sont dans un état catastrophique. Vraiment catastrophique. Surtout à la fin de règne. C'est-à-dire que le règne de Louis XIV va jusqu'en 1715. Donc en gros se termine ici. Il laisse le royaume, non seulement on va le voir dans une situation de régence, puisque l'héritier n'est pas majeur, donc ça c'est jamais bon pour un royaume, de ne pas avoir de pouvoir politique fort, de souverain majeur pour le mener, et dans un état économique catastrophique. Alors là on vous dit, c'est la guerre de succession en Espagne et l'hiver 1709. Alors qu'est-ce que cet hiver 1709 ? Eh bien en fait, la fin de règne de Louis XIV est marquée par ce qu'on appelle un petit âge glaciaire, où les températures baissent. Elles baissent, donc du coup les récoltes aussi, ce qui provoque des disettes, on n'a plus assez à manger. Et 1709, en plus c'est une année où il y a 4 éruptions volcaniques simultanées dans le monde, et le problème de ces éruptions volcaniques, c'est que cette fumée qui est dégagée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien, diminue les rayonnements solaires qui touchent la Terre et contribue à ce refroidissement. Et d'ailleurs, il y a une bande dessinée que j'ai pas encore achetée, mais qui a l'air assez bien faite. Donc dès que les librairies ouvriront de nouveau, j'irai me les commander, mais qui s'intitule Hiver 1709 et qui parle de cette période-là. Donc voilà. Mais elle a l'air pas mal, mais bon, je vous la recommande pas parce que j'ai pas encore lu. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cet hiver ? Eh bien, c'est pas compliqué, il a fait jusqu'à moins 20 degrés à Paris. Moins 20 degrés à Paris. C'est quasiment du jamais vu. C'est-à-dire qu'il est dit qu'à Versailles, on pouvait marcher sur les bassins, que le vin gelait dans les carafes, alors que comme il y a de l'alcool dans le vin, généralement, même quand il fait 0, le vin ne gèle pas. Donc c'est dire qu'à Versailles, il faisait froid. Et on a près de 600 000 morts dans le royaume. 600 000 morts, déjà c'est considérable, et puis il faut le remettre à la population de la France de l'époque, qui était à peu près de 22 millions de personnes. Donc 600 000 sur 22 millions, ça fait quand même 3% de la population qui décède. C'est conséquent, c'est conséquent. Et donc du coup, pour pallier à tout ça et à cette situation économique désastreuse, Louis XIV augmente les impôts, et là éclatent des révoltes, ce qu'on appelle les jacqueries, où on s'empare, là vous voyez ici dans cette illustration, on s'empare du pain, on massacre les officiers royaux, voilà, on est dans quelque chose qui est d'une extrême violence et auquel le pouvoir royal répond avec une répression. Donc on a une fin de règne où l'absolutisme est contesté pour des raisons purement économiques. C'est pas l'idée du pouvoir absolu du roi, c'est pas l'aspect politique qui est contesté, c'est juste que le peuple a faim, le peuple veut manger et on a assez de ces guerres qui ruinent le royaume. Et enfin, la dernière chose, c'est que Louis XIV, s'enferme dans une piété austère, c'est-à-dire que là il n'a plus de maîtresse, il n'y a plus le théâtre, il n'y a plus Molière, Lully, tout ça c'est fini, on est dans une vision de la religion très, très fermée, très traditionnelle, on n'a plus ces grandes fêtes qui faisaient le faste de Versailles, et il perd quasiment tous ses héritiers. C'est-à-dire que Louis XIV, entre 1711 et 1714, perd ses derniers enfants, et ses derniers petits-enfants. Il ne lui reste plus qu'un arrière-petit-fils, Louis XV que vous voyez ici, et qui a 5 ans à la mort de Louis XIV. Alors oui, c'est assez étonnant, là, vous allez me dire quoi, Louis XV, est-ce qu'il ne s'est pas trompé ? Non, c'est bien un portrait de Louis XV. À cette époque, il était courant, très courant,
de représenter les bébés sous des traits qu'on considérerait comme efféminés, déshabillés avec des robes. Voilà. Là, on a Louis XV, pas Louise XV. Et bon, là, on a Hyacinthe Rigaud, celui qui est célèbre pour avoir fait le grand portrait de Louis XIV, qui a aussi fait le portrait de Louis XV quand il parvient au pouvoir, en essayant de le grandir un petit peu. Mais on voit bien que c'est pas lui, ce n'est pas Louis XV à 5 ans qui va diriger le royaume, clairement pas. Donc, on a une période de régence qui s'ouvre avec Philippe d'Orléans, qui est finalement le neveu de Louis XIV. Donc, non, il ne peut pas hériter, c'est-à-dire qu'il est le fils du frère de Louis XIV, mais il va exercer la régence. Il va exercer la régence, et Louis XIV, on va le voir dans le prochain chapitre, je vais terminer sur ce suspense, mais Louis XIV a tout fait pour que la famille de son frère, la branche qu'on appelle la branche d'Orléans, n'exerce pas le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Eh bien, déjà, il va proposer sa fille en mariage à Philippe d'Orléans. Donc on va dire une fille, ben, il l'honore, mais une fille bâtarde, une fille illégitime, qui n'a aucun droit sur le trône. À cette époque-là, être un enfant illégitime, ça ne vaut rien. Sauf que Philippe d'Orléans se fait piéger, parce que le roi dit « Écoutez, je ne peux pas plus vous témoigner mon affection qu'en vous offrant ma fille. » Et ce serait délicat de dire « Mais sire, la fille que vous me proposez, elle est bâtarde. » Donc du coup, il accepte de se marier, c'est un mariage catastrophique, très malheureux, mais qui fait que Philippe d'Orléans, normalement par son mariage, il aurait pu essayer de s'allier à une famille puissante, voire une famille étrangère. Et là non, il s'est allié à quelqu'un qui ne lui apporte rien, strictement rien. Et la deuxième chose que fait Louis XIV pour empêcher Philippe d'Orléans d'exercer le pouvoir, c'est que sur son lit de mort, il légitime tous ses enfants bâtards. Ce qui ne s'est jamais vu normalement, seul un enfant légitime, c'est-à-dire né de l'épouse du roi, peut prétendre au trône. Et bien là, Louis XIV demande à légitimer tous ses enfants bâtards, sauf que vous allez voir que Louis XIV, c'est le pouvoir absolu tant qu'il est vivant. Quand on est mort, eh bien, on a nettement moins de pouvoir. Et donc, Philippe d'Orléans va réussir à reprendre les choses en main, à reprendre le pouvoir et à exercer la régence jusqu'à la majorité de Louis XV. Mais ça, ce sera l'objet du prochain cours. Donc, pour résumer, la guerre, que ce soit par l'équipement des forteresses, la construction ou par le fait de payer des troupes de plus en plus nombreuses, eh bien, ruine le royaume qui est en déficit. Deuxième point, les conditions climatiques liées au petit âge glaciaire créent de nombreuses famines et révoltes populaires dans le royaume. Troisième point, Louis XIV perd presque tous ses héritiers légitimes. Et du coup, quatrième point, à sa mort en 1715, Louis XV, son successeur, n'a que 5 ans, et c'est donc Philippe d'Orléans, son neveu, qui exerce la régence. Donc le pouvoir royal n'a plus sa tête, n'a plus son chef. On est sous une période de régence où le pouvoir royal peut être fragilisé.